Donc merci pour tous ceux qui sont là et qui veulent savoir un peu plus l'avenir du testeur dans l'agilité. Quel est ce rôle du testeur dans l'agilité? Merci à vous et j'ai un grand plaisir à partager cette présentation avec vous et ce qu'ACP Qualif peut en penser. Alors, je m'appelle Véronique Théo, je fais partie de la société ACP Qualif, je suis membre fondateur de la société ACP Qualif. Mon métier, c'est le test, je fais que ça. Je suis casse-pied professionnel, je dis, parce qu'on me pointe les problèmes. Alors des fois, avec les développeurs, ça fait des petites histoires. Mais voilà, mon métier, c'est le test, c'est une passion qui m'a mené à créer Qualif avec Marc Durupt en 2002. Puis cette société a évolué, voilà. Et maintenant, on est au niveau d'ACP Qualif. Et notre activité forte est toujours le test et l'agilité, d'où cette présentation qui a été créée par Laurent Bouillet et d'ailleurs donnée à l'Agile Tour par Laurent il y a quelques semaines de ça. Voilà. Et la grande question, c'est: le testeur est-il mort dans l'agilité? Voilà. Alors je vais vous faire, on va en discuter, mais d'abord je voudrais faire un petit test avec vous. Est-ce que vous pouvez tous vous lever? Parce qu'à force d'être assis, moi je pense que vous commencez à en avoir assez. Quoique Frédéric, non, lui peut-être pas. Voilà. Tous vous lever et que, voilà, je vais vous poser 3 questions. Donc ceux qui pensent que le testeur n'a plus vraiment de rôle dans l'agilité, puisque finalement c'est peut-être l'automatisation, l'IA qui va tester, je ne sais pas, s'assoit. Personne n'est assis. Bon, c'est beau. Voilà. Bon, donc vous pensez tous que le testeur a un rôle dans l'agilité, mais malgré tout, vous venez voir cette présentation. D'accord. Comment on va le tuer, ce testeur? Bon. Alors, ceux qui pensent qu'il n'y a aucune différence entre tester dans un projet agile et projet waterfall, voilà, s'assoit. Que le rôle du testeur dans un projet agile ou dans un projet waterfall ou en cycle en V si vous préférez, ou en cycle en V ou en W, s'assoit. Est-ce qu'il est pareil de tester dans un projet agile ou dans un projet en cycle en V? Oui, et si vous... Voilà. Donc non, voilà. Un petit peu qui bon et puis donc finalement vous commencez à vous impatienter à être debout. Donc le testeur a encore du travail dans les projets agiles et a toute sa place dans un projet agile. À ce moment-là, si vous pensez ça, vous pouvez vous asseoir. Ah. Bon. Donc l'agilité, un des premiers principes, c'est vraiment la communication. Frédéric en a parlé tout à l'heure. Il est vraiment important de communiquer. Et pourquoi cette présentation? Aujourd'hui, le testeur a-t-il un rôle dans l'agilité? C'est parce qu'il y a, je sais pas, 2 ans de ça, je crois, Laurent avait fait une présentation qui s'appelait « Le bon, la brute et le truand ». Où il racontait les difficultés des gens à communiquer dans un projet agile. Et dans cette présentation, il s'était basé sur le film d'Enrico Morricone, un cow-boy un film créé en 1966, où on avait associé l'expert métier, c'était le bon, le codeur, c'était le truand, et le testeur, c'était la brute. Voilà. Et dans cette présentation, vraiment, on pointait les difficultés à communiquer dans un projet agile. Et dans ce film, Le bon, la brute et le truand, ces 3 personnages, ces 3 cow-boys, doivent s'associer pour trouver un trésor qui est caché au fin fond d'un cimetière. Et ils ne peuvent y arriver que s'ils collaborent et travaillent ensemble. Mais ils n'en ont pas du tout envie, aucune envie du tout.
Et quelquefois, dans un projet agile, c'est un peu pareil. On a un peu les mêmes relations. On commence à travailler en agile. Avant, on travaillait en cycle en V. Chacun avait son rôle, son travail. Une fois qu'il avait fini son travail, il passait le témoin à l'équipe suivante. Donc, l'expert métier passait le témoin à l'équipe de développement, qui faisait son développement sans trop interagir. Et puis ensuite, passait son témoin au testeur qui, là, était chargé de faire les tests. Et puis après, on mettait en prod. Mais il y avait de la méfiance, il pouvait y avoir de la méfiance entre les différents intervenants. Ils n'avaient pas forcément envie de collaborer. Donc quelquefois, ça ressemble un petit peu à ça. Et à la fin de ce film, ça termine par un duel. Le son est peut-être un peu fort, désolé. Où il y a une des 3 personnes qui meurt. Et cette personne, c'est la brute. Voilà. Et la brute, c'est le testeur. Bon, est-ce que c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer ? Est-ce que c'était ce que vous vouliez voir ? Vous n'étiez pas du tout d'accord, hein, puisque personne s'est assis. Voilà. Non, c'est pas vraiment ce message-là. Et la comparaison entre le film et un projet agile s'arrête là. Hein, voilà. Mais par contre, ça pointe bien la difficulté de communiquer et de collaborer. La collaboration est essentielle. Alors, qu'est-ce qui change en agile ? D'abord, on a besoin... on travaille sur des cartes ou des user stories qui sont une petite partie de fonctionnalité, une micro-fonctionnalité qu'on écrit sur une carte. Bon, alors sur une carte, on ne peut pas écrire grand-chose, donc il est difficile d'exprimer sur cette carte ce que va faire le produit pour l'utilisateur, cette petite partie de produit pour l'utilisateur. Donc pour le définir, on va faire une conversation. Donc tous les membres de l'équipe vont se retrouver dans une réunion où ils vont définir exactement ce que fait cette partie de fonctionnalité, cette carte, qu'est-ce qu'on doit réaliser pour l'utilisateur, pour quel objectif, et comment on va s'y prendre, comment on va le construire. Et il y a aussi bien le product owner ou l'expert métier, le testeur et le développeur. Il peut y avoir des architectes, il peut y avoir des gens de la user experience. Donc on communique, on discute ensemble et de cette conversation sont issues et sont créées les spécifications. En sortie de cette conversation, on doit être capable de dire, ben voilà, cette user story, on sait exactement de quoi elle va parler. Ou si on n'en est pas capable, ben on la retoque pour le sprint suivant ou on ne l'intègre pas. Mais ce n'est pas tout. On a une conversation, donc maintenant on connaît notre fonctionnalité et il s'agit maintenant de définir comment on va la tester. C'est ce qu'on appelle la confirmation. Donc on va créer les critères d'acceptance. Et ces critères d'acceptance, ils peuvent être écrits en BDD, sous forme de BDD par le testeur, en langage Gherkins, donc given, when, then, vous avez dû le voir dans les présentations précédentes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 C de Ron Jeffrey, pour qu'on puisse démarrer le développement de cette carte, eh bien, il faut qu'on ait fait ces 3 étapes. Et une fois que notre scénario, nos critères d'acceptance sont écrits, à ce moment-là, la partie développement peut commencer. Donc, la description, enfin le codage du produit, les tests et ainsi de suite. Et toutes les user stories sont ainsi construites les unes après les autres ou en parallèle d'ailleurs. Et à la fin de notre sprint, eh ben, on a la sprint review qui bien souvent est constituée avec une démo, qui est faite d'abord avec l'équipe
voilà, où on démontre tout ce qu'on a produit dans ce sprint. Voilà. Alors cette sprint review est très importante, elle fait partie du sprint. Et elle permet d'obtenir du feedback. En agilité, ce qui est vraiment très important, c'est d'obtenir du feedback rapide. Donc on a du feedback avec l'utilisateur, l'expert métier qui va nous dire oui, mais pourquoi vous avez fait ça ? Finalement, la façon dont je vous avais demandé de travailler ou la façon dont vous avez implémenté, c'est pas très pratique parce que moi je vais rencontrer tel problème maintenant. Et peut-être qu'il faudrait faire une petite évolution là-dessus. Donc là, on va créer une nouvelle carte. Et donc c'est important. Et concrètement, alors comment ça va se passer ? Là, vous avez une boucle ATDD, Acceptance Test Driven Development, dont je vous ai parlé tout à l'heure de la conversation pour obtenir la fonctionnalité. Cette conversation, elle est traduite, nous donne une fonctionnalité. Cette fonctionnalité est traduite en scénario, là c'est des scénarios écrits en BDD. En BDD, ce scénario va être écrit par le testeur avec l'aide du product owner ou de l'expert métier, ou vérifié par l'expert métier, et va être exécuté par va être codé, automatisé par le développeur. Donc c'est le développeur qui automatise ces scénarios issus des critères d'acceptance, qui vont ensuite être exécutés pour, si on s'est bien débrouillé, produire un report. Si on utilise par exemple Serenity BDD, ça peut nous faire un report assez détaillé qui, comme on a des scénarios qui sont lisibles avec des mots du langage courant, given, when, then, ou en français, étant donné que, quand je fais, alors j'obtiens, et bien finalement, ça nous fait une documentation vivante. Ça nous fait la documentation de notre produit, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et tout le monde peut y accéder à cette documentation. Donc ça, c'est le principe de l'ATDD. Alors, ACP Qualif conseille au côté développement pour être sûr de bien couvrir de tous nos critères d'ATDD, c'est de faire une double boucle ATDD-TDD. Donc le principe consiste à écrire son scénario d'ATDD, de l'automatiser. On n'a pas encore écrit de code, le développeur n'a pas encore écrit son code, donc évidemment le scénario échoue. Et ensuite, il va passer dans la boucle TDD, où il va décrire ses tests. Alors TDD, c'est pour Test Driven Development. Le développeur écrit d'abord son test, et ensuite le fait tourner. Il est KO, il ne marche pas, il n'y a pas de code. Ensuite, il écrit le code pour que le test devienne passant, et ainsi de suite. Et il va écrire autant de tests et de codes nécessaires pour que le scénario d'ATDD soit passe par la suite. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle de la double boucle TDD-ATDD qui a l'intérêt, l'avantage, qui propose l'avantage d'être sûr qu'on a testé tous nos critères d'acceptance. Et qu'on a également les tests unitaires qui vont avec. Alors, pourquoi c'est possible ? C'est possible maintenant parce qu'on a une multitude d'outils. On a des outils on a des outils comme Git pour notre configuration logicielle. On a des outils de build avec Maven, avec Grunt. On a des outils d'intégration continue avec Jenkins, par exemple. Alors, je vous en cite que quelques-uns d'outils. On a aussi une multitude d'outils d'automatisation, Concomber, Robot Framework, dont j'ai entendu parler tout à l'heure. On a du BDD, on a des outils, toutes sortes d'outils possibles et imaginables, mais également, donc ça c'est pour automatiser, mais également on a des outils de construction d'environnement, des environnements à la demande, avec Docker qu'on va pouvoir mettre dans l'intégration continue. Donc tout ça va fluidifier nos tests automatiques et nous permettre d'obtenir cette boucle ATDD, de faciliter cette boucle ATDD-TDD.
Et je n'ai pas parlé encore de JUnit et tout ça, de tous les outils de test unitaire. Bon. Mais TDD à TDD, vous dites, bon, ça m'a l'air compliqué, c'est-à-dire que le principe déjà de la TDD ou du BDD, c'est d'écrire son test avant de commencer le dev. Et là, c'est pareil, on écrit son test avant de commencer le développement, mais on écrit aussi son test d'acceptance Criteria, mais on écrit également le test unitaire. Donc ça a l'air drôlement dur comme travail. Le développeur, qui jusqu'ici, dans le cycle en V, à un moment donné, il était un peu déresponsabilisé des tests, et le test, c'était pas lui. Donc là, on commence à lui dire, attends, tu écris les scénarios, tu automatises les scénarios d'ATDD, tu automatises les scénarios, tu fais tes tests unitaires, tu les fais tous, parce qu'il y a des développeurs qui n'aiment pas trop faire des tests unitaires, ou ils ne savent pas trop comment faire, je ne sais pas. Donc, ils vont devoir développer plus de code. Et s'ils développent plus de code pour tous ces tests, ils vont avoir moins de fonctionnalités à livrer, puisque leur part de développement n'est pas extensible. Puis un test, c'est lourd à maintenir. Il y a une nouvelle user story qui arrive et qui vient nous faire modifier ce test-là. Donc oui, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et toute l'équipe doit avoir porté ce travail-là, avoir envie de le faire. Elle doit être motivée pour le faire et engagée. Évidemment, l'équipe, il y a aussi le management qui permet de travailler de cette façon-là et qui l'incite. Il faut que ce soit porté. Mais c'est beaucoup de travail, cette mise en œuvre d'ATDD. Il faut une équipe qui, techniquement, connaisse bien les tests unitaires et comment les mettre en place. Mais ça vaut vraiment le coup. Et les principaux avantages, je vais vous les lister. Donc déjà, si vous faites du BDD, ou de l'ATDD, ça va favoriser la communication. Communication entre le métier, entre le product owner et le développeur, et le testeur. Donc, ça va fluidifier la communication. On va discuter des choses avant. On va s'entendre avant de développer sur l'objectif de test, ce qu'on doit vérifier. Comment on va le vérifier? Donc, le développeur comprend mieux ce qu'il a développé. Donc, l'approche, puisqu'il comprend mieux ce qu'il a développé, il a vraiment un exemple de ce qu'il doit faire. Il va avoir une approche plus ciblée. Il va développer pour couvrir ses critères d'acceptation, ses tests ATDD, pour que ça fonctionne. Et la qualité s'en trouve améliorée, puisqu'on est sûr, dans nos tests, avec ce système-là, cette double boucle ATDD-BDD, d'avoir couvert toutes nos règles de la fonctionnalité à vérifier par des tests unitaires, des tests d'acceptance Criteria, qui sont quand même des tests plutôt de bas niveau, qui vont tourner rapidement. Ce qui fait que quand on va venir corriger, quand ces fonctionnalités vont évoluer, on a tout un ensemble de tests qui vont être exécutés par l'intégration continue et qui vont de suite pointer s'il y a un problème, s'il y a une régression, Et donc, en fait, ça va vraiment améliorer notre qualité et dès le début. Et on va avoir moins de régression, d'où beaucoup moins de maintenance. Et souvent, on s'aperçoit qu'on aurait dû faire de la TDD, des TDD et au moins des tests unitaires. Quand on arrive en phase de maintenance, et que dès qu'on fait évoluer le produit, eh bien, on a beaucoup de régression et on arrive à des équipes qui sont perturbées en permanence avec la maintenance, les corrections de hotfix, et ils n'arrivent plus à avancer et à travailler sur les nouvelles fonctionnalités. Donc, en utilisant cette technique, eh bien, in fine, sur votre projet au global, pas pour produire juste la user story, sur votre projet au global, eh bien, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps parce que vous avez beaucoup moins de maintenance, une équipe qui est ciblée sur les nouvelles fonctionnalités, qui a du temps pour développer ces nouvelles fonctionnalités et les livrer, et qui est satisfaite du travail qui a réalisé. Elle n'est pas tout le temps préoccupée par les hotfix qui arrivent, et elle travaille en sérénité.
Donc c'est vraiment un gros avantage de mettre en place cette technique. Donc le retour sur investissement est énorme pour ceux qui le font. C'est vraiment très intéressant et cela coûte beaucoup moins cher que de faire des tests tout à la fin du projet et d'automatiser nos tests tout à la fin du projet. Parce que si on se pose la question des tests trop tard, qu'est-ce qui se passe? On aura développé notre produit sans se poser la question des tests et on aura une application qui n'est pas testable et qui est très difficilement maintenable. Et j'en connais quelques-unes. Donc du coup, je vous ai parlé des tests à TDD, TDD, mais quel est le rôle du testeur dans ce cas-là? Est-ce qu'il est mort, ce testeur? Est-ce que c'est un mort qui marche? Parce que ce qu'on voit, c'est que les tests, ils sont définis par le métier en collaboration avec l'équipe de développement. Bon, dans l'équipe de développement, il y a le testeur, d'accord. Ils sont automatisés par le développeur, par la double boucle, la TDD, TDD. Donc le testeur, il ne s'en occupe pas. Ils sont exécutés automatiquement et publiés, comme on a vu au début, dans un outil de reporting style Serenity BDD, qui font une sorte de documentation vivante qui est consultable par toutes les parties prenantes. Donc le testeur ne fait plus de report. Il n'a même pas besoin de produire un report. C'est produit automatiquement. Donc est-ce qu'il n'y a plus besoin de testeurs et de test managers finalement? Parce que c'est vrai qu'il y a des équipes de dev qui le pensent au début. Hein. Ben non, on n'a pas besoin. On fait. Non, on code bien. Non. Alors, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles on a encore besoin de testeurs. Alors, c'est vrai que là, on a surtout une population de testeurs, je pense, donc, qui est gagnée à notre cause. D'abord, tout simplement, parce que le test est un métier. C'est pas si simple d'écrire des cas de test. Là, on a un exemple, un exemple mapping, c'est une façon de définir une user story, une carte, de préciser une user story. Donc vous avez votre carte, la story, là en jaune, et puis vous avez les règles que doivent faire cette fonctionnalité. Et chaque règle est exprimée, est explicitée par un exemple ou plusieurs exemples. Voilà. Alors si à un moment donné on a trop d'exemples sur une règle, ça veut peut-être dire que notre règle est trop complexe et qu'il faut la découper ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis vous voyez sur la droite des questions en rouge. Et donc ça correspond à une question auquel on ne sait pas répondre pendant la période pendant le moment d'affinage, lors de la conversation. Donc s'il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre, ça veut dire que cette user story, on ne peut pas la développer tout de suite et qu'elle n'est pas prête. C'est la définition de prêt, elle n'est pas prête à être développée et à être mise dans le backlog du sprint. Voilà. Bon, mais une fois ça, admettons que sur cette user story, on n'ait pas de questions. Voilà, donc on est prêt à la développer. Et ces exemples, à un moment donné, il va falloir, une fois on a une fonctionnalité, on a des exemples, il faut les transformer en scénario. Et c'est pas si trivial que ça de transformer des exemples en scénario. Si je laisse faire un product owner ou quelqu'un du métier, il dit voilà, mes scénarios sont mes exemples. Le développeur, il va pas vouloir coder tous ces exemples. Hein. Et non, mais ça va pas. Je vais pas reprendre ça et ça, je peux le factoriser. Non, c'est pas bon. Donc c'est le travail du testeur de définir de bons tests. Et il va se baser sur toute sa connaissance métier, les tests aux limites, toutes les techniques qu'il va utiliser pour arriver à préciser les valeurs acceptables et ainsi de suite. Donc toutes les techniques qu'il va utiliser pour définir de bons tests. Et puis ces tests-là qu'on écrit en BDD, ça a l'air super simple. Ce sont des phrases étant donné que, et que j'ai fait telle chose, quand je fais telle action, à ce moment-là, j'obtiens tel résultat. Alors j'ai tel résultat. Mais c'est facile à lire,
Mais c'est pas facile du tout à écrire pour qu'il soit efficace, ce test, pour qu'il soit... On va utiliser, ce sont des tests, les BDD, c'est des tests basés sur les mots-clés. Donc vous avez vu peut-être tout à l'heure une présentation d'IPTEST, je crois, où ils parlent justement des mots-clés, où leur outil aide à retrouver des mots-clés. Et ces mots-clés, il faut bien les définir. Ça va correspondre à la factorisation du développeur. S'il a plusieurs mots-clés qui sont identiques pour la même chose, il ne va pas être d'accord. Donc c'est vraiment un métier. Et puis également, là on parle je vous fais voir les cadrans agiles qui sont issus du livre de Lisa Crispin. Quand on fait de l'ATDD BDD, ATDD TDD, pardon, eh bien finalement on ne remplit que les cadrans Q1 et Q2. Les tests unitaires par les TDD et les tests de vérification de ma user story de critères d'acceptance. D'accord ? Mais c'est pas suffisant tout ça. Il faut aussi faire des tests manuels. Qu'est-ce qui se passe quand j'intègre mes user stories ? Qu'est-ce qui se passe quand je fais mes tests de bout en bout ? Et puis, mes tests d'acceptance. Voilà. Donc ça, ce sont les tests, des tests manuels qui sont faits aussi dans le cadran Q3. Vous voyez aussi qu'il est utile et complémentaire de faire des tests exploratoires. Tout à l'heure, Frédéric nous parlait des tests exploratoires qui ne doivent pas être seuls. Ben non, parce qu'avant, il y a toute notre panoplie de tests. Enfin, avant, ou en parallèle, en fait. C'est plutôt en parallèle. Et puis, tous les tests du cadran Q4, ce sont tous les tests liés aux requirements non fonctionnels. Donc, les tests de performance, les tests d'utilisabilité et tout ça. Eh bien, tous ces tests-là nécessitent de réelles compétences de testeurs et ne peuvent être faits que grâce aux testeurs. Parce que quelquefois, s'il n'y a pas de testeurs dans une équipe, eh bien, on va oublier la performance, on va oublier l'utilisabilité. Il y a des choses qu'on va oublier de faire. Là, je vous présente la pyramide de tests, mais la pyramide de tests d'automatisation. Alors, pour ceux qui nous suivent ou qui suivent un peu les présentations qu'on fait, vous la voyez très régulièrement, cette pyramide, elle doit commencer à vous lasser peut-être. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut constater dans cette pyramide ? C'est que les tests dont on a parlé en Q1, Q2 ne parlent que des tests unitaires et des tests de user story. Donc, on est sur le bas de la pyramide. Et si on coupe la pyramide, si on ne fait pas des tests d'intégration, des tests de bout en bout, des tests métiers, eh bien, il nous manque une partie. C'est plus une pyramide, il nous manque une partie de la pyramide. Et le bas de la pyramide, on voit les tests unitaires. Alors, ça représente 70% des tests automatisés, ok, à peu près. Hein, ça vient d'une métrique, vous en trouverez d'autres. Mais au plus on est bas dans la pyramide, au plus le feedback est rapide. Au plus les tests sont rapides, peu coûteux à mettre en place et très rapides à exécuter. Et au plus on est haut dans la pyramide, au plus les tests sont coûteux à mettre en place, difficilement stables, peu robustes, dû à l'environnement, dû aux données qui changent, dû à plein de choses, et sont longs à exécuter. Et au plus on est bas dans la pyramide, au plus le niveau d'automatisation est élevé, et au plus on est haut, au moins on doit faire de tests automatisés. Donc là, c'est pour vous parler des tests automatiques. Pardon, je suis allée dans le mauvais sens. Mais il y a évidemment les tests manuels. Dans le sprint, on a automatisé nos tests de critères d'acceptance, c'était le boulot du développeur. Les tests unitaires aussi, le travail du développeur. Mais on a aussi des tests exploratoires qui vont nous permettre de couvrir le risque, de lever les risques au plus tôt. Alors, Frédéric en a bien parlé, donc je ne vous expliquerai rien sur les tests exploratoires. Voilà. Tout à l'heure, il y a également le shift left. On parle en agilité du shift left et du shift right. Le shift left, c'est prévenir les bugs, c'est pousser l'effort de test au début. Et c'est bien ce qu'on fait avec la TDD. Mais dans le shift left, le testeur a quelque chose de très important, c'est qu'il doit aider à la définition du done. Qu'est-ce qui nous assure que cette user story est prête à mettre en production ? Est-ce qu'on a bien fait les tests d'utilisabilité, tous les tests qui sont prévus ?
Voilà. Est-ce que les tests unitaires sont terminés? C'est pas quand j'ai fini mon développement que c'est done. Et il va également affiner les user stories en amont, de façon à s'assurer que les critères d'acceptance puissent être corrects. Voilà. Donc le shift left, en fait, va permettre de prévenir les bugs. Et quand on fait de la TDD, TDD, eh bien, ça concourt à ça. Mais en agilité, on parle aussi du shift right. Tout à l'heure, Julien en parlait. Shift left, shift right. Alors, les shift right, il y a différents types de shift right, des tests de pré-release en production. Par exemple, le shadowing, où on va prendre un trafic de production et le dérouter vers un environnement de pré-prod, de façon à tester tout un tas de flux, d'avoir tout un tas d'exemples différents qu'on n'a pas pu vérifier en test, parce qu'on n'a pas assez de temps et on n'a pas toutes les combinaisons possibles. Donc là, le shadowing va nous permettre de le faire. Donc c'est des tests complémentaires. Ça va nous permettre de faire des tests de performance aussi, par rapport à quelque chose de semi-réel. Voilà. Ou des tests de vérification de configuration. Et pour faire ces tests-là, évidemment, il est très important d'avoir un très bon monitoring de production, pour pouvoir savoir ce qui se passe quand on fait ces tests. Alors les tests de release en production, on a besoin d'un monitoring fort. On va pouvoir faire par exemple du canary testing. Donc le canary testing, c'est quoi? C'est que avant, ça vient de la mine. Les mineurs, quand ils travaillaient dans les mines, ils emportaient avec eux un canari qu'ils mettaient dans une cage et qu'ils mettaient au bout du tunnel qu'ils étaient en train de creuser. Et l'objectif de ce canari, c'était d'indiquer s'il y avait des gaz toxiques. Si le canari meurt, il y a des gaz toxiques, il faut évacuer immédiatement la mine. Eh bien, là, c'est un petit peu pareil. On a le monitoring qui correspond à notre canari. Et on va choisir un ensemble une population de clients ou d'utilisateurs finaux, de serveurs, chez qui on va mettre la nouvelle release en production, où ce sera énormément monitoré. Il ne va pas y en avoir beaucoup. Et on va vérifier que l'application, par le monitoring, se comporte bien, qu'on n'a pas de log d'erreur qui y arrive. S'il y a un problème, immédiatement, on doit être capable de faire un rollback. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une maîtrise très forte du rollback. Et tout ça, c'est possible, en fait, oui, si on se rapproche du DevOps. Hein. Si on ne maîtrise pas le rollback, on ne fait pas du canary testing. Sinon, c'est un petit peu dur. Et puis après, on peut continuer avec le traffic shifting, où carrément les post-release en production, c'est Netflix, par exemple, qui fait du KO engineering. Ils vont entre parenthèses, jouer à tuer des serveurs en production pour voir la résilience de leur application vis-à-vis des fautes. Donc, le testeur peut aussi initier et faire penser à ces tests-là et avoir des retours d'expérience par rapport à ces tests-là aussi. Donc en conclusion, est-ce que le testeur correspond à un squelette d'animal comme ça qui va disparaître? Non. En agile, le testeur n'est pas en voie de disparition. Parce que la qualité est au centre de l'agilité. Donc le testeur est d'autant plus important. Comme en agilité, on livre la valeur en premier. Les premières fonctionnalités livrées sont celles qui ont le plus de valeur pour l'utilisateur, c'est l'objectif. Et qu'on va venir modifier et régulièrement ces fonctionnalités. Il est très possible qu'on ait des régressions. Donc, et si on a des régressions sur ce qui a le plus de valeur pour un utilisateur, il va très vite être en colère. Donc, il est très important de tester très fort et de réduire les bugs. Alors, ce qui change, le test est une activité, c'est plus une phase. C'est pas fait après le dev, c'est fait en même temps. Les développeurs y participent. Chacun est responsable de la qualité. Donc là, on embarque nos développeurs, on les embarque à faire du test aussi. L'équipe de dev devient responsable de la qualité. Mais l'équipe de dev, ça veut dire le testeur et le développeur. Et le PO, tout le monde est là pour la qualité et pour tester le plus tôt possible. Même l'idée même
dans les tests, c'est de prévenir les bugs. C'est-à-dire qu'un bon testeur ne doit pas être récompensé en agile par le nombre de bugs, mais plutôt par tous les bugs qu'il a évités. Donc c'est difficile comme métrique, hein. Donc il est beaucoup plus important d'éviter le bug et de collaborer pour aider à construire le système. Et là, le testeur, il a un rôle clé, pivot, entre les différents intervenants où il l'aide à communiquer entre le métier et le développement. Il va traduire les informations. Et un rôle différent de ce testeur, c'est que vraiment maintenant, le testeur va être coach de l'équipe. Il va coacher l'équipe pour les tests. Il va demander les tests unitaires, par exemple, lorsqu'on va lui livrer une appli ou une user story. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Le testeur n'est pas un mort-vivant et a de beaux jours devant lui. Vous voyez, là, il est tout en haut de la montagne, le soleil se lève et il a plein de choses à faire. Il a toute une belle randonnée à faire avec son équipe agile. Voilà.